Bonjour Philippe. Bonjour. Comment, Bonjour. comment ça va ce matin? Très bien. Je suis en pleine forme. Je suis très content d'être ici avec vous pour échanger sur quelques sujets. Voilà. Exact. Bah oui, on se retrouve ce matin pour un talk un peu particulier, un peu informel, où tu es notre invité d'honneur. On peut peut-être commencer par une petite introduction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Alors, moi, je suis aujourd'hui, je suis managing director de Genivision, qui n'est pas une vraie start-up au sens du terme, mais qui est plutôt issu d'un programme d'intrapreneurship chez AGC. Et c'est une grande aventure. J'imagine. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Il s'agit d'une solution de réalité augmentée pour l'industrie de la construction. Pour faire simple, on prend le 3D BIM du projet et on le projette dans l'espace à échelle 1:1 et on le confronte au monde réel pour aider les travailleurs sur chantier à constater que tout est bien fait ou qu'il y a des erreurs avant que ce soit exécuté. Voilà, donc c'est vraiment un projet très innovant et qui permet en fait surtout de réduire le taux d'erreur. Il faut savoir que dans la construction, le taux d'erreur, en général, c'est 10% du budget. C'est un grand bâtiment. Wow. Et donc, on a la prétention de pouvoir diminuer ce taux d'erreur de 10% à 50%. Donc, à 5%, ce qui permet d'augmenter les marges, en fait, de ces entreprises. Dans le monde de la construction, les marges sont extrêmement faibles. On parle de 1 à 3% maximum. Donc, si on peut leur faire gagner un demi%, c'est énorme. Pour eux, c'est énorme. Voilà. Et puis il y a d'autres contraintes, bien sûr, qui entrent en jeu, mais voilà, ça c'est vraiment le target de notre solution. Ok, chouette. Ouais. Et donc au travers de la réalité augmentée Au travers de la réalité augmentée que je suis déjà depuis, avec Christophe, qu'on suit ensemble déjà depuis Metaio, si je me rappelle bien. Qui a été acheté par Apple. Qui a été acheté par Apple, exact. Donc j'ai commencé les armes avec Metaio à l'époque. Top. Ouais. Est-ce que c'était une évidence pour toi de faire appel à cette technologie qu'est la réalité augmentée pour ce projet? Moi, j'ai toujours été un espèce d'innovateur dans les technologies, beaucoup suivre ce qui se passait, etc. Un early adopter en général. Et quand j'ai commencé, et avec le premier iPad, ou le deuxième iPad, je ne me rappelle plus, qui est sorti, ou l'iPad Air, j'avais commencé à regarder les solutions de réalité augmentée à la maison avec les enfants, qui étaient absolument pas intéressés d'ailleurs. Ok. Et puis voilà, et puis quand Metaio s'est fait racheter par Apple, à un certain moment, je me suis dit, oups, là, il se passe quelque chose. Et ça m'a vraiment tilté. Et puis on n'a plus entendu parler de cette solution pendant 3 ans ou 4 ans, et tout d'un coup, Apple fait « Coucou, je suis avec mon AR ». Et là, ça tombait à peu près au même moment où j'ai commencé Genivision. Cool. Voilà. Donc il y a comme ça une espèce de désastre qui s'aligne, on va dire. Ouais. Génial. Ouais. Génial. Vous êtes à plusieurs dans ce projet? Vous êtes une équipe de combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est une équipe environ de 12 personnes, moitié développeurs, entre autres de jeux vidéo, mais aussi qui sont spécialisés dans l'interopérabilité du 3D, c'est ça le plus important. Et alors l'autre moitié business, donc marketing, vente, management. Ok, cool. Ouais. Tu parlais d'intrapreneurship. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous est cher aussi chez Underside. Est-ce que tu vois un changement en fait dans les équipes au niveau de l'implication, au niveau de la passion peut-être chez les personnes? Quand on décide de jumper dans un programme comme ça, donc il y a eu un programme d'innovation chez AGC en 2018, on a jumpé dedans. On était 6, on est sorti à 4. Il y a eu d'autres projets qui sont aussi dans un espèce de funnel. Donc il y avait une quinzaine de projets à l'entrée, il n'y en a que 3 qui ont abouti vraiment au bout. Ok. C'est, je dirais, la passion. La passion de l'entrepreneuriat et la passion de se dire, pour soi-même, je vais faire quelque chose de différent. Alors c'est assez agréable parce que chez AGC, on est toujours employé. Donc on peut faire ce switch sans prendre trop de risques personnels. C'est un avantage, c'est certain. Et puis une grosse structure corporate, elle a plein de moyens aussi en termes de services généraux qu'une petite start-up peut avoir. Hein. Donc on bénéficie de tout cet écosystème.
Après, c'est une question de vitesse aussi. Hein. Donc une start-up doit aller très très vite. Mais après, moi je connais la boîte depuis 20 ans, donc je trouve... Donc on a des obstacles, moi j'ai toujours... Faire une start-up, peu importe que ce soit une vraie ou une corporate, c'est un saut d'obstacles permanent, avec derrière, l'obstacle est franchi, il y en a un deuxième, et ça ne finit jamais. Et ça, c'est la persuasion, le target, l'objectif final qui drive en fait, plutôt que l'aspect personnel. Et la passion dont tu parlais. La passion. Et cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses. Et puis le challenge aussi. Hein. J'imagine que vous êtes tout un tas de personnes qui aimaient le challenge, qui aimaient aller toujours plus loin. Mes proches collaborateurs, les 4 fondateurs, entre guillemets, hein, même quand on n'est pas des fondateurs, mais on s'appelle comme ça, on a tous cette même passion de vraiment avancer et d'apprendre, parce qu'en fait, on fait tous un boulot qu'on n'a jamais fait avant. Et donc, on doit apprendre, s'instruire, lire, voir des talks sur YouTube et gagner du temps, en fait. Hein. Quand on lit un bouquin en une soirée, là, on a gagné parfois 6 mois sur une approche. Donc, c'est très important. Cool. Tu parlais d'obstacles, justement. Est-ce que tu peux nous parler d'une difficulté, peut-être l'obstacle le plus important, en fait, que vous ayez rencontré dans tout ce parcours? Le premier obstacle qu'on a rencontré, c'est trouver les bons développeurs. Un challenge. Ouais, parce que en fait, c'est le métier que vous faites chez Underside. Ça tourne autour du jeu vidéo. Des compétences, c'est pas si facile à trouver. Surtout en Belgique, je pense. Je pense que si on va plus en France ou aux États-Unis, c'est plus facile, ou même au Canada, c'est plus facile qu'en Belgique. Mais malgré tout, il y en a. Il faut chercher. Puis les compétences d'interopérabilité du 3D, c'est-à-dire on prend un fichier 3D d'un bâtiment tour et on le fait en AR. Ça, c'est un effort à faire. Et on est toujours occupé à optimiser. Et ça, il y a des gens aussi qui s'y connaissent. Et heureusement, j'ai Jean-Pierre dans mon équipe qui est un as de cette partie-là. Sans lui, on n'y serait pas. Hein. J'ai aussi Adrien qui fait la partie application mobile, mais les deux ensemble doivent fonctionner. Ça peut pas être 2 îlots séparés. Donc ça, c'est les compétences. Ensuite, le marché. Donc la construction, malheureusement, est un marché qui est relativement lent aussi au niveau de la digitalisation. Transformation digitale, hein, c'est votre focus dans vos taux, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Hein. Ce sont des ouvriers avec du brique et du ciment en fait. Hein. Donc digitaliser un process de construction d'un bâtiment, c'est hyper compliqué. Mais voilà, après on s'adapte. Hein. Comment faire une bonne offre, comment expliquer ce que c'est l'AR. Et dans le Covid, on a eu ce problème, c'est que l'AR, les gens veulent la tester. Là, c'était pas possible. Exact. Des belles vidéos, ok, mais après les gens veulent avoir la tablette en main. Compliqué quoi. Oui, ben c'est vrai que ça fait partie aussi du chemin, comme tu le disais, et puis l'importance de pivoter aussi, pouvoir se remettre en question, revoir un peu ses priorités, etc., trouver des manières de contourner un peu les problématiques. C'est ça. C'est ce qui fait aussi partie de tout ce process en fait. Et alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement des besoins existants sur le marché et que vous aviez des clients depuis le tout début du projet et que c'est eux qui permettaient aussi de construire en fait le projet, de venir avec du feedback et donc de s'assurer quelque part que dans votre développement, la production soit toujours bien alignée avec c'est ça. C'est un produit fit en fait, c'est sur le marché, c'est vraiment effectivement après quand on voit d'autres prospects, on leur explique qu'on a développé par exemple notre système de reporting à cause d'un autre client. Ça rassure, en fait. Et parce que sinon, ils se disent, oui, vous êtes des techies, vous avez développé un truc. Non. Ça a un feedback client qui nous permet d'arriver à ce stade-ci. Peut-être que ce stade ne vous convient pas à vous, mais donnez notre feedback et on va encore améliorer. Ça, c'est donc participatif, si vous voulez. Et ça, c'est les gens, je pense que les clients, ils aiment ça. Ils aiment. C'est rassurant, oui. Ouais. Et cette flexibilité aussi dans le développement, qui nous permet effectivement de faire des releases très rapides avec des changements importants ou des petits changements. Maintenant, on ne veut pas non plus redévelopper d'autres outils qui existent sur le marché, mais on veut s'incorporer avec ces outils-là. Bien sûr.
Vous bossez en mode agile. Voilà. C'est le mieux aujourd'hui. C'est clair. Cool. Et donc j'ai engagé notamment un expert qui a commencé au mois de janvier dans la méthode agile pour professionnaliser les développements. Bien ça. Pour pouvoir faire un certain niveau de maturité. Et quelqu'un aussi qui vient aussi d'une entreprise de construction qui nous a rejoint pour augmenter notre niveau métier. En fait. Pour vraiment, quand on parle à un client, qu'on parle de métier à métier et plus de technologie à métier. Vous voyez, c'est pas pareil, le dialogue n'est pas pareil. Aujourd'hui, on parle plus de la même chose. Quoi. Exact. Aujourd'hui, on arrive à vraiment se professionnaliser et ça va nous permettre encore d'avancer plus vite. Et grâce à la diversité de l'équipe, notamment la mixité dans les profils, etc. Exact. Pour créer de la valeur. Ouais. Cool. Est-ce que vous avez déjà conscientisé un peu le pourquoi du projet? Ou si tu devais là maintenant nous donner quelques mots-clés en fait sur le pourquoi de votre projet. Le pourquoi, comme je l'ai expliqué, c'est le taux d'erreur qui est perdu en fait, 10% grosso modo dans la construction, sur un projet. Mais surtout aussi les entreprises ont investi beaucoup dans du design 3D, des bâtiments, des tours, je ne sais pas. Et puis à un moment donné, quand elles arrivent sur chantier, qu'est-ce qui se passe? Là, on imprime tout en 2D sur du papier. Et donc tout cet investissement en personnes, en software, en intelligence, se retrouve en plan 2D. Et là, ça commence les problèmes en fait d'interprétation. Ça c'est vraiment ce qu'on fait, on transporte le 3D sur chantier, avec la réalité augmentée. Et alors un troisième axe, c'est qu'aujourd'hui tout le monde utilise WhatsApp. C'est clair. Sur chantier, on crée un groupe pour son chantier, on met 200 personnes dans le groupe, tout le monde fait des petites photos partout, avec ses commentaires, il n'y a aucune traçabilité sur la photo, on ne sait pas de quel problème on parle exactement, ou notre solution, puis après vous avez tous les jours des photos qui rentrent dans votre groupe, vous êtes spammé, puis vous sortez du groupe parce que finalement WhatsApp c'est utilisé pour le privé plus que pour le business. Et donc, il n'y a aucune traçabilité des photos, on ne sait pas de quoi on parle, elles sont perdues, parce qu'en plus les photos, elles vont chez Facebook. Donc, si vous faites des photos un peu touchy d'une installation technique, il y a un gros brevet ou quelque chose, mais ça part chez Facebook, donc les gens ne se rendent pas compte. Donc nous, on a un écosystème où on géolocalise ces photos, en fait, avec le 3D dessus sur le plan. Et donc, on a un suivi, une traçabilité de end-to-end. Ok, génial. C'est un super projet, un super exemple de transformation digitale dans le secteur de la construction qui est peut-être pas le premier auquel on pense quand on pense à la transformation digitale. Non, c'est vraiment cool. sur l'exécution qu'on a pris l'axe. Oui. Comme quoi, il y a plein de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce n'est qu'un début, j'espère. Merci beaucoup pour les réponses, pour les explications. Merci. C'est super intéressant. Et puis, je vais te laisser la parole, Christophe, pour l'aspect plus technique du projet. Ça marche. Alors Philippe, effectivement, comme le disait Hélène, on va parler un petit peu technique, si c'est OK pour toi. Mais avant de parler technique, je voudrais revenir un petit peu sur quelques points que vous avez soulevés à deux. Entre autres, le fait que, une start-up, en fait, ça doit aller très vite. On dit souvent go fast, go big ou bien go home. Donc, soit on va très vite, soit on voit très grand, ou bien alors on retourne à la maison et ou en tout cas à la planche à dessin. Donc effectivement, comme tu le disais, tu parlais du fait qu'il y a une marge d'erreur habituellement dans la construction. Et bon, ça peut être vite des sommes folles. Ça peut être vite des sommes folles, et c'est pour ça que nous on axe notre produit sur la prévisualisation avant exécution. Tout à fait. Maintenant, si le tuyau d'air conditionné est déjà posé, il faut demander au sous-traitant de l'enlever, de le repositionner convenablement. Ça engendre peut-être pas des coûts supplémentaires parce que parfois ce sont des cahiers de charges qui sont à prix fixe, mais ça engendre d'autres types de coûts dans les délais, etc., qui sont des coûts intangibles. Et ça n'a pas toujours à l'esprit une certaine notion de coût, mais ça, le temps, c'est de l'argent aussi quelque part. Bien sûr. Voilà, ça c'est le temps, et puis il y a aussi une composante aussi écologique en termes d'usage des matériaux. Si on se trompe quelque part, il y a peut-être des matériaux qui vont être utilisés détruits inutilement. Qui vont être jetés en fait. Tout à fait. Donc la construction, c'est l'industrie construction, un grand générateur de déchets. Donc
c'est vrai que sociétalement, si on peut contribuer à diminuer ces déchets, ça a aussi un impact important. Oui, tout à fait. Ouais. Donc d'un point de vue pratique, comme tu le disais, en fait, finalement, effectivement, tu aimes bien l'usage de l'inbound marketing et ce genre de choses. Et quelque part, à partir du moment où les futurs clients sont conscientisés par rapport au fait que il y a en règle générale 10% d'erreurs, nous on vous en évite 5% sur des sommes folles. Donc tout de suite, en fait, tu vends de l'économie quelque part. Oui. Tu vends de l'économie de temps, de l'économie d'argent. Donc c'est vraiment plutôt cool, plutôt sympa. Il y a cet aspect environnemental également. Dans la pratique, ça se présente comment? Parce que moi, j'ai déjà vu des démonstrations. J'imagine que tu pourras nous fournir une petite vidéo qu'on pourra mettre en incrustation ici pour que tous puissent le voir. Donc moi, j'ai vu des démonstrations. On voit des tuyaux et ce genre de choses. Donc c'est vraiment prendre les plans qui sont échafaudés par des consultants de techniques spéciales, c'est ça? Par exemple, ou des architectes ou des bureaux d'études qui font des concepts 3D. Oui. Et on prend ces fichiers, on les traite et on les met sur une tablette. Oui, exactement. Et on doit ce qu'on appelle nous la data transformation, parce qu'une tablette, en fait, c'est pas un PC AutoCAD. Ça doit faire tourner le modèle en réalité augmentée. Donc on a des recettes internes qu'on a inventées qui permettent en fait de faire que ça fonctionne de façon très simple en fait. Et alors, là aussi la philosophie du jeu vidéo, c'est Adrien qui m'a un jour expliqué ça. Sur un jeu vidéo, le jeu vidéo est développé de telle manière que le joueur ne puisse pas partir. Donc on essaie de le garder devant l'écran pour qu'il consomme le jeu. Et ben nous on a développé cette même tactique sur la tablette où on veut garder notre utilisateur à utiliser la tablette en réalité augmentée. Et donc on a développé un UX donc une expérience utilisateur optimisée pour que ce soit très simple. Tout à fait. Et ça fonctionne bien. Donc on a plusieurs axes en fait qui permettent d'atteindre l'objectif. Top. Pardon, je t'interromps. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que la personne utilise la tablette 3 fois puis dise ça marche pas. Bien sûr, bien entendu. Voilà. Et donc ça m'intéresse très fort justement. Là, tu parles vraiment de cette pyramide de Maslow qui est portée vraiment au monde des applications. Donc, il faut qu'une application soit stable, il faut qu'elle soit fonctionnelle, qu'on y trouve les fonctionnalités. Et puis, il y a la partie UX, en fait, donc toute l'ergonomie, et la partie UI, le fait que ça doit être beau, effectivement. Exact. Et donc, c'est ces deux parties-là, en fait, dont tu parles, les deux parties du dessus, qui font revenir l'utilisateur sans cesse dans l'application parce qu'il la trouve sympa et utile. Pour être franc avec vous, on est comparé avec des concurrents. On n'est pas les seuls à faire ce produit-là. Et chaque fois qu'on a des feedbacks, c'est votre app, elle est belle. Tout à fait. Et elle est simple à utiliser. Sûr. Ça joue parce qu'en général, les gens, aujourd'hui, si vous prenez des applications mobiles, elles sont très faciles à utiliser. Clairement. Ça fonctionne avec 2 doigts, on swipe, Donc on a porté toute cette expérience sur notre application pour que ça reste facile pour des néophytes. Ou même des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un téléphone autre que pour téléphoner. Ça existe encore. C'est un fait. Moi, j'ai rien contre ces personnes, mais c'est un fait. Donc, ces personnes-là doivent pouvoir utiliser l'application en l'espace de 10 minutes et être autonomes. C'est vraiment ça. Tout à fait. Donc, vraiment un apprentissage très rapide. Ouais. Steve Jobs le disait souvent, toi aussi, tu es fan de Steve Jobs quelque part. Donc, Steve Jobs le disait souvent, si on vend son produit avec un manuel d'emploi, c'est qu'on a raté son produit. Voilà. Donc, c'est un peu la philosophie ici qui est appliquée à Genivision. Et donc, effectivement, on parle d'expérience utilisateur. J'ai mes tuyaux, tu parlais d'air conditionné par exemple, ce genre de choses. Imaginons qu'à un moment donné, je vois qu'effectivement un tuyau n'est pas au bon emplacement. D'un point de vue graphique, d'un point de vue interface utilisateur, comment tu attires l'attention des gens en fait grâce à la réalité augmentée? Alors, la réalité augmentée n'est qu'une aide à la décision. Oui. Donc, on voit le tuyau dans l'espace et on voit le vrai tuyau à côté. Ok. Et on peut prendre une photo des 2 éléments en même temps. Oui. Donc on a donc la réalité augmentée sur la photo, l'objet 3D en fait sur la photo. Oui. Et on peut prendre des annotations. On utilise même le speech ou texte pour les ouvriers. C'est plus facile. Mais ça c'est de l'ergonomie par exemple. Ça c'est de l'ergonomie, exactement. T'as les mains occupées. C'est mieux. C'est ça. Si je tiens ma tablette à 2 mains, c'est impossible pour moi de prendre le clavier et de taper. Non. Donc et puis c'est lourd à une main. Donc, voilà. Et donc après, il y a un système de rapport qui est fait avec la non-conformité qui est intégré. Et puis au bureau, ils reçoivent en temps réel et puis ils peuvent analyser.
faire des corrections. Donc après, il y a une interprétation sur la photo. Est-ce que c'est une erreur? Oui. Est-ce que c'est financièrement un problème? Peut-être pas. Est-ce que c'est un problème d'interprétation? Parce que la réalité augmentée, c'est compliqué à interpréter sur un écran. On a tous connu Pokémon Go, mais c'était sur la Terre, quelque part. Si c'était pas exactement au bon endroit, c'était pas un problème. Très grave, non. C'était joli, tout le monde pouvait s'amuser. Mais ici, on a un système de calibration qui va jusqu'au centimètre, quoi. Terrible. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment des photos pertinentes. Après, qui sont pertinentes à l'interprétation aussi. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas cette intelligence artificielle qui dit... pas encore. Pas encore. Parce que tout dépend de la tablette, en fait. La tablette, malheureusement, aujourd'hui, l'iPad, on est sur la technologie Apple, on utilise l'iPad Pro. Très bon choix. Ce sont les meilleures tablettes du moment. Clairement. Avec le LiDAR aussi. On utilise le LiDAR, en fait, qui nous permet de calculer les distances. Exact. Donc le LiDAR, vraiment, pour les personnes qui nous regardent, c'est vraiment une technologie, en fait, que Apple a introduit dans ses tablettes et smartphones d'une certaine génération et qui permet d'avoir vraiment cette possibilité d'avoir une profondeur et de pouvoir placer les éléments en réalité augmentée par rapport à la réalité vraie, quoi. Donc à la profondeur et plus avoir quelque chose de flottant. Je ne me trompe pas. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et donc toi, du coup, ça te donne de la précision dans le fait d'avoir intégré LiDAR. C'est ça, le LiDAR permet d'intégrer et ce qu'on appelle la mixed reality aussi, où on peut voir des éléments 3D derrière des objets réels. Ça, c'est une technologie qui permet aussi de résoudre des problèmes d'interprétation. Est-ce que mon objet est au bon endroit, pas au bon endroit? Et donc, on utilise l'occlusion, en termes techniques, ou la mixed réalité, la réalité mixte, qui permet en fait de résoudre ce problème. Exactement. Le fait d'avoir vraiment un objet virtuel derrière un vrai objet et un objet virtuel devant un vrai objet aussi, en fait, ce qui là est plus commun, mais effectivement, j'imagine bien en fait que ça permet d'avoir des choses assez bluffantes en fait en termes d'usage. Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, qui sont tes utilisateurs et tes clients de prédilection en fait? Qui tu veux toucher aujourd'hui? Surtout, donc, faut savoir que dans la construction, un projet dure 2-3 ans. Donc, on touche, notre point d'entrée, dans les entreprises, c'est l'innovation. Mais en fait, notre persona, notre sponsor, c'est ce qu'on appelle le project manager qui gère le projet de construction. Mais l'utilisateur, vraiment, c'est la personne qui fait la vérification de l'exécution. Donc, on appelle en anglais... j'ai oublié le terme en français. Non, pas de problème, vas-y. C'est le contremaître, en fait, celui qui gère les équipes et qui gère les plannings, qui lui, après, a son équipe et qui peut aller superviser l'exécution et vérifier que tout est conforme. Il peut même expliquer, en fait, comment ça doit être installé. On a souvent le cas où on a une salle de chaufferie, elles sont énormes, des grosses machines, des grosses pompes à chaleur, etc. Mais les gens ne se rendent pas compte si tout rentre. Tout va rentrer. Clairement. Et donc, nous, on peut faire la projection de l'installation avant qu'elle soit montée. Et les gens peuvent se rendre compte qu'au niveau du design 3D, ils ont fait des erreurs parce qu'il n'y a pas assez de place pour le tuyau de vin qui va rentrer. Embêtant. C'est embêtant. Donc, on peut détecter avant, en fait. Super, vraiment cool. Tu parlais du fait que, tu as des endroits en fait, qui sont parfois fort chargés. Donc ça veut dire que quelque part, en fait, c'est aussi des fichiers lourds à la base et des fichiers qui ne sont pas non plus toujours conçus par des personnes qui ont en tête, tu parlais du jeu vidéo, quand on fait un jeu vidéo, on s'assure que ce soit parfois ce qu'on appelle du low poly, donc c'est vraiment le fait que les objets soient avec juste les facettes qui doivent être là pour pouvoir faire en sorte que ce soit fluide. Mais toi, à la base, tu n'as pas cette chance-là parce que les fichiers arrivent et ont été faits par des gens qui n'ont pas de connaissance de ce genre de choses. C'est ça. Donc, on a dans notre processus de transformation, en transformation de données, on s'assure que, donc on a inventé des techniques sur le nombre de polygones, etc., qu'on essaye de diminuer drastiquement pour que ça reste fluide sur la tablette. Et on a inventé un système de découpage, en fait, automatique, qui nous permet, en fait, de se concentrer seulement sur l'endroit où on est. Et pas de charger tout le bâtiment de 18 étages, par exemple. Bien entendu. Pas possible. Du coup, est-ce que vous avez donné un nom à cette techno ou à ce procédé? Ça reste toujours en interne, on parle de transformation de données ou data transformation. Il faudra trouver un nom super cool. Mais voilà, mais je pense que là, il y a des opportunités aussi sur le marché quelque part. Ah oui, c'est certain. En dehors, effectivement,
de ton produit, c'est ce à quoi je pensais quand tu en parlais. Ça s'adresse à tout le monde. Avoir des fichiers lourds en 3D et devoir faire en sorte que ça puisse tourner, et d'autant plus aujourd'hui, tu le disais, hein, la réalité augmentée, Meta.io, tu en parlais avec Hélène tout à l'heure, oui. C'est des choses en fait où il y a un vrai historique, hein. On peut remonter jusqu'à 2008 pour certaines choses, ou même avant, hein, parce qu'au MIT, ils faisaient vraiment des laboratoires, hein, bon, avec ce qu'ils appelaient la réalité augmentée, mais effectivement, qui aujourd'hui peut paraître un petit peu ridicule, mais c'était les prémices. Mais malgré tout, tout ça, c'est lourd, et donc avoir des algorithmes et des façons, des mécanismes pour pouvoir réduire le poids du visuel, faire en sorte que ça tourne bien, aujourd'hui, ça va devenir quelque chose d'hyper important pour beaucoup de monde et très rapidement, quoi. C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, quand on a commencé construire notre solution, on s'est axé sur la tablette et sur l'application mobile en réalité augmentée. Mais aujourd'hui, on a switché sur la data transformation pour l'optimiser et pour aller chercher des projets immenses. Donc on s'est affranchi de la taille du 3D en fait. Ok. Aujourd'hui. Terrible. Et on est les seuls à faire ça sur le marché avec la R. Oui. Et donc la R est devenue n'est plus qu'un visualisateur 3D en fait. Tout à fait. De notre moteur. Et donc notre moteur de data transformation, c'est vraiment devenu notre focus, où avec ça, on va pouvoir aller chercher d'autres marchés potentiels. Bon, c'est pas notre focus cette année-ci, mais c'est la vision qu'on en a. Et demain, aller proposer peut-être ce service à d'autres sur d'autres types de technologies. Bien sûr. Tout à fait. Et comme tu le disais, cette année, ton focus, c'est prouver que tu as un market fit et qu'il y a des gens qui... Enfin, peut-être pas encore un market fit, mais en tout cas qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et chaque année a son focus ou chaque année a son période, focus, c'est chaque un obstacle, un grand obstacle. Tout à fait. Donc chaque année, l'obstacle devient de plus en plus grand. Exact. Mais je pense que dans l'entrepreneuriat en général, ça fait partie du mindset. Bien sûr. De se dire, j'ai réussi à faire ça, le next step c'est ça, exact. Et on continue. Exactement. C'est un peu comme dans la vie en fait, hein, Oui. c'est comme ça tout le temps. Les vies plates et douces, c'est que dans les films. Oui. En général, il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas et il faut surmonter. Bien sûr. Et puis traiter de façon séquentielle parfois pour être bien focus sur les problématiques. Et il faut surtout, enfin moi c'est une recommandation à faire, c'est quand on démarre une start-up, il faut rester focus. On a toujours tendance à avoir un client ou un prospect qui dit « mais est-ce que vous pouvez faire ça en plus ?» ou « ceci en plus ?» On pourrait, mais on va rester focus. Donc c'est non. Et on continue, parce que sinon à la fin on fait rien de bien. Bien sûr. On fait tout et on fait rien de bien. Clairement. Voilà. C'est parti. Ah oui, c'est certain. C'est vraiment hyper important. Tu parlais de cette façon d'utiliser la réalité augmentée, du traitement, du data transformation en fait, dont tu parlais. Ouais. Si on va un petit peu à l'extérieur du concept de ton entreprise et de votre entreprise, et qu'on parle maintenant d'un buzzword en fait qui s'appelle les métaverses. Oui. Qui ont été réintroduits, hein, ça date de quelques années, avant, dans un bouquin de science-fiction, en fait, on a appelé ça métaverse, en fait, c'était méta et univers, en fait, mais peu importe. On pourra en parler dans une autre vidéo éventuellement, mais donc effectivement, ce concept de métaverse, beaucoup de personnes aujourd'hui se disent « Ah ben, un métaverse, c'est quoi? C'est de la réalité virtuelle, j'ai un casque, et puis j'ai une interaction avec autrui, et c'est un métaverse. » C'est pas tout à fait le cas parce que un métaverse, ça peut être effectivement, c'est un endroit où il va y avoir de l'interaction, mais ça peut être de la réalité virtuelle, comme ça peut être de la réalité augmentée aussi. Et donc, on parle maintenant aussi des lunettes de réalité augmentée avec lesquelles Apple pourrait arriver, hein, peut-être cette année en septembre, faire une annonce, une petite annonce. Espérons, parce que pour toi, ce serait l'idéal. Oui, oui et non. C'est-à-dire que les lunettes aujourd'hui, je pense qu'elles vont être connectées à un téléphone. Oui, ah oui, ça c'est certain. Donc là, ça apporte une autre problématique. Clairement. Mon rêve, c'est d'avoir la lunette complètement indépendante, style HoloLens de Microsoft. Mais le HoloLens de Microsoft, c'est un PC, donc un PC sur la tête, ça propose d'autres problèmes, d'autres problèmes à gérer. Et ça coûte cher. Et ça coûte très très cher. Oui, mais je pense qu'il y a une accélération qui se fait depuis 4-5 ans sur ces lunettes, sur les possibilités, parce que les puissances de calcul n'arrêtent pas d'augmenter sur les petits devices, et c'est ça le plus important. Et le nombre de capteurs qu'on peut introduire.
sont effectivement de plus en plus miniaturisés et donc incorporés. Quand on voit l'iPhone, le dernier iPhone qui est sorti, 13 Pro, c'est impressionnant ce qu'il y a dedans comme capteur. Clairement. Tout le monde pense qu'on fait des super photos de vacances, mais non, oui, ça fait beaucoup d'autres choses, quoi. Ouais, et puis les photos sont hyper traitées aussi. Voilà, et c'est impressionnant. Donc on voit que oui, ça devient l'aspect hardware. Ça va passer par l'hardware. Tout à fait, exactement, oui. En revenant sur les photos de l'iPhone, en fait, et toute cette intelligence artificielle derrière, c'est vrai que je me trouve souvent plus beau sur une photo qu'en réalité. Mais merci à Apple, en fait, et à ces traitements en intelligence artificielle. Pour revenir donc à la partie métaverse et lunettes de réalité augmentée de Apple, éventuellement dans le futur, la partie métaverse aussi aura besoin, donc comme on parle aussi de réalité augmentée, mais de réalité virtuelle, les traitements de données pour alléger vraiment le traitement visuel, etc., avec du traitement temps réel, parce que c'est vraiment ça, quand on est en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, on n'a pas le temps de processer tout ce que l'utilisateur va avoir comme interaction, comme visuel, enfin si, on peut faire une partie mais pas tout. Donc clairement, la méthodologie dont tu parles, les mécanismes que vous êtes en train de développer, ça pourrait effectivement bien servir pour converger un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un autre paramètre qui est important, c'est la 5G. C'est-à-dire qu'il faut de la rapidité de communication. Donc tout ça va être combiné avec la 5G, tout ce qu'on va avoir sur nous comme device, qui vont communiquer en permanence. Tout à fait. Et ça, c'est effectivement, on la voit apparaître aussi. Donc tout cet écosystème technologique fait qu'effectivement, peut-être que Metaverse va devenir, dans 10 ans, un standard dans notre vie tous les jours. Avec la possibilité d'avoir, pourquoi pas demain, un métaverse Genivision qui se trouverait être en fait l'emplacement dans lequel tu peux te balader et éventuellement échanger avec les interlocuteurs sur les erreurs détectées grâce on pourrait imaginer que le bureau de design se trouve à Hong Kong. Voilà, exactement. Et que j'ai un chantier à New York. Exactement. Et qu'en temps réel, le designer de Hong Kong voit ce que la personne lui indique comme étant un potentiel problème. Exactement. Voilà, ça c'est demain. On n'est pas très loin de ça, mais c'est vrai que ça pourrait être ce mode de fonctionnement pourrait encore s'accélérer. Terrible. Effectivement, pour revenir aux lunettes de réalité augmentée de Apple, vous êtes déjà sur une technologie de Apple. Tu le disais très certainement que les lunettes ne vont pas avoir toute l'intelligence. Le processing, la façon dont on processe les choses, les images, etc., va sans doute venir du smartphone, mais comme tu le disais également, le smartphone qui devient de plus en plus puissant. Et les capteurs, par contre, eux, vont se trouver sur les lunettes. Ce qui va faire la différence, et je pense que Apple est suffisamment intelligent pour clairement travailler sur cette partie-là, c'est le canal de diffusion entre les lunettes qui prennent de l'information et le téléphone qui va pousser de l'information. Donc, a priori, vous allez pouvoir facilement, ou plus facilement que les autres, comme vous êtes déjà sur de l'iPad OS, porter toute cette intelligence en fait sur la partie réalité augmentée via les lunettes également, j'imagine. Oui, mais je constate qu'Apple, dans son écosystème, est extrêmement puissant. Je songe souvent au AirPlay ou au AirDrop, qui sont des technologies de transfert de données entre appareils Apple. Tout à fait. C'est impressionnant la vitesse qu'ils ont mis en place, l'efficacité. Et je pense qu'ils vont utiliser ça entre leurs lunettes et leurs smartphones qui va rendre les choses hyper fluides. Et je me suis toujours dit, si Apple n'a pas switché sur la VR, c'est que pour eux, c'était pas l'axe principal. Bien sûr. Ils avaient décidé il y a déjà longtemps avec Metaio d'aller sur la R et que la R. Ouais. Et donc, ils continuent sur ce trajet et ils sont en train de prendre des avances technologiques drastiquement phénoménales. Et notre choix de rester sur Apple, bien sûr, c'était parce que c'était l'iPad, mais aussi parce qu'on ne veut pas... On a toujours cette question, est-ce que vous tournez sur Android? Non. C'est un choix qu'on regarde, mais on veut rester les meilleurs. On veut rester les meilleurs avec les meilleures technologies. Bien sûr. Et puis, à quoi ça servirait, en fait? Je veux dire, acheter un iPad aujourd'hui, même avec plein d'options, ça coûte 1 000 €, ce qui est rien par rapport à toutes les économies qu'on va pouvoir réaliser. Exact. À quoi ça servirait de le faire tourner sur Et surtout, pivoter et inclure l'écosystème Android va nous faire baisser nos performances. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est un choix, c'est un parti pris, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui commencent à comprendre ce parti pris. Bien sûr. Pour une meilleure efficacité.
Exactement. Oui, par rapport à ce que dit Philippe, effectivement, quand on regarde le modèle technique Android et Apple, ben, non seulement il y a cette efficacité de Apple avec tous ces outils qui sont propres à la réalité augmentée et à Metaio qu'ils ont acheté et autres et qu'ils ont continué à faire évoluer. Et il y a aussi le fait que quand on développe pour de l'Android, on a cette fameuse couche en fait d'interprétation entre autres Java et autres, en fait, qui ralentit considérablement les traitements en temps réel. Donc effectivement, l'Android aujourd'hui, ou le monde Android aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ne me faire pas dire ce que je n'ai pas dit, n'est clairement pas le meilleur device pour la réalité augmentée. Non, ou pas encore. Ça, ils vont peut-être rattraper Apple, c'est certain. Hein, donc ils sont, bien sûr. Je pense que Samsung et tous les autres sont en train de courir derrière. Clairement. Mais après, ce sont des choix. Et voilà, comme ça. Bien entendu. Exactement. Ben, super. Merci beaucoup à toi, Philippe. Alors, il y a des gens qui nous regardent ici, hein, sur LinkedIn, sur YouTube et sur d'autres canaux. Est-ce que tu désires faire passer un message, un appel à participation au projet, la recherche de nouveaux clients? Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Alors, pour les gens de la construction, hein, puisque c'est ça mon business, contactez-moi, contactez-nous sur genivision.com. On vous met le lien, donc voilà. Vous allez pouvoir et voir puis, tout ça. Vous allez voir, on a une solution fantastique et je pense que c'est terrible ce qu'on fait. Moi, je suis convaincu que c'est terrible ce qu'on fait. Sûr. Les clients avec qui on travaille sont convaincus que c'est super. Donc, rejoignez la communauté. Tout à fait. Voilà. Je confirme et je valide à 200% ce que Philippe vient de dire. Si on en avait le besoin, en tous les cas, je me permets de le faire. J'ai vu cette solution tourner, entre autres, sur des vidéos. C'est bluffant. C'est maintenant qu'il faut transformer le monde de la construction, tout ce qui touche au bâtiment. S'il vous plaît, faites-le pour l'écologie, pour vos propres coûts. Hein. C'est bien d'avoir un petit peu plus de ressources financières dans la poche à la fin. On vous remercie tous pour ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire regarder cette vidéo et partager ce moment avec nous. Encore un énorme merci Philippe, merci Hélène. Merci Hélène, merci Christophe. Avec grand plaisir. Ce super entretien avec vous. Top. Et à bientôt. Au revoir.